Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Merci à Christine Bouillot d'avoir été là pendant cette petite pause en ce qui me concerne. Lundi 6 mars, nous reprenons les débats, évidemment avec beaucoup d'actualités, avec cette grève reconductible demain, avec la visite d'Emmanuel Macron en Afrique et puis le panier anti-inflation du gouvernement qui finalement n'existera pas, en tout cas dans la forme qu'avait souhaité le gouvernement. Tout cela avec une équipe de choc ce matin. Éric Revel, bonjour, journaliste, éditorialiste Sud Radio, tout compte fait, 7h20 tous les jours dans le Grand Matin. Bonjour. Chère Valérie, bonjour. J'espère que le moral est bon, que tes vacances ont été bonnes. Très bon, absolument. Arlette Chabot, journaliste, éditorialiste. Bonjour Arlette. Bonjour. Édito politique tous les lundis à 7h35 sur Sud Radio. Merci d'être restés tous les deux ce matin. Ergun Toparslan, vice-président et porte-parole de Territoire de Progrès. Bonjour. Bonjour. Et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. On va commencer. Alors vos préoccupations aux uns et aux autres sont quand même extrêmement centrées sur l'actualité chaude. On va voir ça dans un instant. Arlette, vous faites un pas de côté, si je puis dire, avec votre coup de gueule, coup de cœur sur l'affaire des trottinettes. Je ne sais pas si c'est un coup de gueule. Oui, c'est ça, c'est pour ça. Enfin, c'est pas un coup de cœur pour les trottinettes. C'est plutôt un coup de cœur pour ceux qui disent stop les trottinettes. Voilà, j'ai entendu hier le Clément Beaune, j'ai lu le Clément Beaune aussi, le ministre des Transports, dire qu'il fallait réguler les trottinettes, réglementer un peu plus. Donc tant mieux, le gouvernement s'en préoccupe. Je continue là, non? Je vous vois très inquiète sur l'idée de... Non, pas du tout. C'est que j'entendais... Non, mais justement, c'est que Clément Beaune est beaucoup plus souple dans son approche des trottinettes. Il ne veut pas les interdire. Non, il ne va pas les interdire, mais il faut réguler considérablement. On est même prêt, du côté du gouvernement, à légiférer si on n'arrive pas à réguler, c'est-à-dire faire pression sur les entreprises qui effectivement mettent ces trottinettes en service. Il faut dire que moi j'ai regardé quand même, il y a 27 morts en 2022, c'est quand même beaucoup. L'Académie de médecine a saisi le gouvernement il y a quelques mois en disant attention, ça devient un problème de santé nationale parce qu'il y a beaucoup de blessés, des blessures graves, parce que c'est la tête évidemment qui généralement est touchée en cas de chute. Donc le gouvernement veut s'en saisir, des parlementaires s'en préoccupent et Anne Hidalgo va organiser, c'est bientôt le 2 avril, un référendum à Paris, enfin on devrait dire une votation pour ou contre. Alors elle, c'est carrément interdire. Effectivement. C'est pour ça que je vous disais que Clément Beaune était un peu plus oui, on régule, souple, mais ça c'est le gouvernement veut réguler. À la mairie de Paris, consultation le 2 avril. Vous pouvez vous inscrire pour pouvoir effectivement voter pour ou contre le maintien des trottinettes en vente. On s'inscrit sur Internet. On s'inscrit sur Internet, on peut s'inscrire depuis le 3 mars. J'ai tout vérifié. La mairie de votre arrondissement, si vous êtes à Paris, et vous pourrez voter le 2 avril entre 9h et 19h. Alors j'ai vu que les opérateurs de trottinettes étaient accusés de vouloir bourrer les urnes, c'est-à-dire d'aller démarcher des gens en leur proposant d'aller voter. Voilà, en échange de quelques heures ou quelques minutes ou quelques heures. Mais ça concerne toutes les villes, les trottinettes. Il y en a à Marseille. Partout, Toulouse, partout. Mais stop trottinette. Franchement, je pensais à la fois dangereux et dangereux pour les enfants. On va aussi sans doute reporter l'âge. Voilà, non plus 12, mais 14 ou 16 ans. La seule difficulté, c'est l'histoire du port du casque, souhaitent effectivement les médecins. Mais si on demande de porter le casque à ceux qui utilisent des trottinettes, il faudrait demander aussi aux cyclistes. Et là, le gouvernement pense que c'est beaucoup plus compliqué. Oui, on fait une votation en direct. Ergun, vous êtes pour l'interdiction, pour le contrôle? Pour le contrôle, pas très fan des interdictions de manière générale, mais c'est vrai qu'il y a un sujet de santé publique, il y a un sujet aussi de code de la route, parce qu'on a aussi des trottinettes qui vont à des vitesses, des trottinettes privées qui vont à plus de 35 km/h. Ça commence à être très très rapide, et donc derrière, avec des enjeux de sécurité routière et de sécurité d'intégrité physique, donc évidemment une régulation, un contrôle, un encadrement. Oui, Éric. Je vais vous donner un exemple concret, ma chère Valérie. Samedi, j'étais à vélo dans Paris, vous voyez, rue de Rivoli, qui est maintenant une rue réservée aux cyclistes principalement, et à ceux qui vont dans les hôtels de luxe et aux taxis. J'ai été doublé par la droite et par la gauche par deux trottinettes. J'ai plus 20 ans, mais enfin je roulais à un bon pas, enfin un bon rythme. Et tout d'un coup, alors je sais pas s'il a roulé à 35 à l'heure, mais sans doute. Et là, il y en a qui vont très vite. Attendez, là vous dites il y a un problème. D'abord doublé à droite et à gauche, vous voulez,
l'Assemblée, même rue de Rivoli, enfin, avec des vitesses, oui, qui font un peu froid dans le dos, quoi. 35 à l'heure, c'est plus que les zones nombreuses à Paris. À 30 à l'heure. 30 à l'heure. C'est quand même assez, plus vite que des voitures. Que pense l'opinion, à votre avis, cher Frédéric? Il y aura bientôt une enquête IFOP avec Sud Radio, donc j'en dis pas plus. Très bien, mais bonne résolution. On va passer tout de suite, on va rentrer dans le dur, comme on dit. Frédéric Dabi, vous avez un coup de cœur. Un coup de cœur pour une tribune dans le JDD signée par 4 anciens présidents de l'Assemblée nationale sous Chirac, Sarkozy et François Hollande. Jean-Louis Debré, Bernard Accoyer, Claude Barthelone et François de Rugy. Un appel au respect de l'Assemblée nationale. Donc cette tribune regrette le spectacle désolant offert par le débat à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites qui les amène à réagir publiquement. L'idée que la liberté d'expression des députés a 2 corollaires, le respect des règlements et le respect de la présidence de séance. Et c'est vrai qu'il faut... Oui, parce qu'on a dit ça a toujours existé, non, il y a toujours eu des... Et c'est ce qu'ils disent dans cette tribune. Alors c'est intéressant parce que Jean-Louis Debré, au début, il avait mis à distance le bruit, la fureur, le tumulte et le fracas qu'il y avait eu pendant les débats à l'Assemblée nationale. Il revient là-dessus. Et c'est vrai qu'il ne faut pas négliger 2 choses. D'une part, la scène parlementaire n'est malheureusement pas une scène visible. Les Français connaissent pas très bien les CMP, quand on parle de cavaliers législatifs, ça leur dit rien. Donc ils voient des questions au gouvernement et ils voient des incidents de séance. Et c'est vrai que le spectacle offert par beaucoup de députés, notamment de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, était en décalage avec ce qu'attendaient les Français sur ce sujet qui les passionne, les retraites. Ils attendaient un débat serein et ils attendaient que le débat se cristallise sur le passage 62-64 ans, sur le travail des seniors. Ils n'ont eu ni l'un ni l'autre. Ils ont eu donc ce bruit et cette fureur. Ils ont eu ces incidents. Ils ont eu tout ce qui s'est passé. Un ministre traité d'assassin. Et c'est vrai que peut-être que c'est pas anodin, je trouve, cette tribune, Valérie, parce que en même temps, depuis quelques jours, il y a la discussion du texte au Sénat. Et ça se passe très bien. Et le Sénat... Rappelez-vous, il y a encore quand même pas mal. Il y a beaucoup d'amendements du groupe socialiste. Mieux que l'Assemblée nationale. Il y a quelques saillies verbales qui sont... bien sûr, mais ça par contre, les saillies, Eric, font partie du jeu. Rappelons-nous, il y a encore 10-15 ans, il y avait parfois des enquêtes d'opinion qui sont le reflet des débats politique sur est-ce que le Sénat est utile, est-ce que c'est pas une chambre en trop, faut-il supprimer le Sénat, un Sénat bien incarné par Gérard Larcher après l'épisode un peu ridicule de Jean-Pierre Bel, et maintenant une Assemblée qui est très légitime auprès des Français. Et quand on voit la fin de la tribune de nos 4 présidents, respecter l'Assemblée nationale et sa présidente, respecter le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, c'est respecter la République. Cette question ne se pose pas au Sénat. Donc c'est une tribune qui n'est pas anodine de ce point de vue-là. Eric, peut-être vigilance par rapport au débat qu'il y a au Sénat, parce qu'on constate aussi qu'il y a beaucoup de sénateurs. Il n'y a pas de groupe France Insoumise au Sénat. Donc ceci peut-être explique cela. Mais en tout cas, y compris le groupe socialiste a, notamment ce samedi, enchaîné les amendements assez ridicules et grotesques, qui ont à chaque fois retiré une année par rapport à l'âge de départ, etc. Donc pour faire perdre du temps, c'était pas une obstruction clairement comme ce qui a été fait à l'Assemblée nationale, mais on voit aussi qu'il y a une certaine régression. On sent que les sénateurs socialistes aussi ne perdent pas de vue qu'il y a des élections sénatoriales dans quelques mois et qu'il y a des enjeux politiques également majeurs derrière tout ça. Oui, enfin, c'est aussi le débat démocratique que de déposer des amendements. Après, il faut regarder les amendements, mais ça fait partie du jeu démocratique. Le point sur lequel je suis absolument totalement d'accord, Frédéric me regardait avec Frédéric Dabi, c'est que l'air de rien, depuis quelques semaines, quelques mois, le Sénat fait le job. C'est le Sénat qui a fait des rapports sur la réforme de la chasse, c'est le Sénat qui a fait un rapport sur l'affaire Benalla, sur l'affaire des cabinets conseils. Je veux dire, ils sont très proactifs, les sénateurs. Ils redorent un peu, je pense, l'image de l'institution. Et puis là, ils vont jouer un rôle déterminant. Oui, c'est une bonne remarque, je trouve, de dire que le Sénat est de retour pour ceux qui pensaient que le Sénat était largué, n'avait plus aucune importance. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler d'un député avec vous, Ergun Toparslan, Louis Boyard. Donc il a aussi parlé, Frédéric Dabi. À tout de suite.
Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, on va évidemment parler de cette journée de mobilisation demain, grève reconductible. Le gouvernement va-t-il tenir ? Quel est l'état de l'opinion ? On en parlera avec vous, Frédéric Dabi. Alors, Ergun Toparslan, vous aviez un coup de gueule ce matin qui est dans la suite de celui du coup de cœur de Frédéric Dabi. Oui, tout à fait. Donc on a vu tous pendant ce week-end une vidéo du député Louis Boyard de la France Insoumise qui a posté une vidéo courte appelant à un challenge. Vous voulez qu'on l'écoute comme ça? Serait bien, comme ça tout le monde se remémore cette vidéo historique. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Voilà. Donc digne d'un influenceur. On en est là. Digne d'un influenceur en manque de notoriété ou de followers, donc le député de la République. La bêtise à l'état pur, non ? La bêtise à l'état pur, mais surtout, ça, je pense que ça révèle aussi un grand malaise politique qu'on constate actuellement. Il y a 2-3 sujets importants derrière. Tout d'abord, évidemment, un rappel des missions du député qui est là pour fabriquer la loi et non courir derrière l'actualité en cherchant le buzz à travers les réseaux sociaux. Mais également, surtout, une stratégie de la France Insoumise qui se révèle derrière, parce que là, on voit qu'ils sont en train de faire de la retape massive pour essayer de récupérer un maximum de jeunes à travers cet événement-là. Et ce qu'on constate également, c'est qu'il y avait une remise en cause aussi de la mainmise de la France Insoumise à travers ces manifestations. D'un côté, les syndicalistes, de l'autre, une grande partie des personnes qui sont contre la réforme des retraites qui ne se retrouvaient pas dans la posture politique que portait la France Insoumise. Et aujourd'hui, on se retrouve à une situation où un député de la France Insoumise fait en sorte un aveu de faiblesse sur ce qui peut sortir à partir de mardi prochain. En tout cas, c'est un grand dommage, évidemment, encore une fois, à l'Assemblée nationale. On n'a pas besoin de concours pour aller la visiter. Non. Évidemment, c'est la maison de l'ensemble des Français où tous les députés doivent pouvoir accueillir l'ensemble de ces citoyens de leur circonscription. Ouais. Ce que je trouve, non mais vous avez tout dit, hein, on peut dire une sorte de débordisation de la vie politique. Moi, ce qui je trouve très intéressant quand même, c'est le fait que il passe par les réseaux sociaux, il y a une dimension avec TikTok et ça m'a rappelé à quel point les moyens d'information, les vecteurs d'information des jeunes se sont transformés au cours des dernières années. J'ai en tête les déterminants du vote par les vecteurs d'information en 2017 chez les primo-votants. C'était nos enquêtes IFOP fiduciales à l'époque pour CNews et Sud Radio. En 2022 pour TF1 et Match et Sud Radio, on avait des moyens traditionnels d'information qui se sont effondrés chez les primo-votants. Moins 10 points sur les discussions en famille qui m'ont permis de même faire avancer mon choix sur le vote. Moins 10 points ou 12 points sur la radio et la télévision. On est maintenant sur 2 modes d'information entre jeunes et moins jeunes qui n'ont plus rien à voir. Alors, c'est un avertissement pour toute personne qui veut parler aux jeunes. Louis Boyard le fait plutôt bien. Alors maintenant, ça fait plutôt rire lorsque il se donne le monopole de la jeunesse. La jeunesse veut bloquer, la jeunesse refuse le SNU sur un autre sujet. Il y a une sorte d'accaparement qui n'est bien sûr pas légitime, mais qui touche sa cible, c'est ce que sa vous voulez communication dire peut toucher sa cible compte tenu des vecteurs qu'ils utilisent. Ils ont mis un fourre-tout, ils ont rajouté Parcoursup derrière également. 1,3 million de vues pour cette vidéo. Ça peut se comprendre. Oui, le petit Louis qui sera jamais roi, donc Louis Boyard. Moi, ce qui m'inquiète le plus et ce qui me fait le moins rire encore, c'est que la présidente de l'Assemblée nationale a trouvé le moyen de réagir sous forme d'un tweet au tweet du député de la France Insoumise, en lisant un peu de décence, votre statut ne vous permet pas... Non mais attendez, elle est présidente aussi, Madame Pivet. Elle répond par le vecteur, mais justement, on ne peut pas à la fois reprocher à un député... de concours, très bien, mais elle le convoque ou elle le dit dans l'hémicycle, mais là, elle utilise exactement les mêmes armes qu'elle dénonce. Donc elle remet une pièce dans la machine et elle donne de l'importance au tweet de Monsieur Boyard. Mais le problème, c'est pas le tweet. Le problème, c'est pas le tweet, Monsieur Dabi. Cher Eric,
le problème, c'est pas le tweet, c'est pas le vecteur, c'est le message. C'est le contenu. Bah oui, d'accord, les deux. Mais elle est là, Elle est présidente de l'Assemblée nationale. Elle n'est pas lectrice des tweets de M. Boyard. J'espère qu'elle a autre chose à faire. Elle est responsable d'un député. Enfin, elle est la patronne des députés. Elle lui dit à l'Assemblée nationale, Valérie. Elle lui dit pas en répondant par un tweet. Quelle est la prochaine étape s'il n'y a pas de mobilisation dans les lycées et dans les universités? Parce que Louis Boyard, il fait le tour depuis un mois et demi. S'il n'y a pas beaucoup de Bien sûr, il a fait ça à Rennes, il a fait ça partout. Je ne porte pas de jugement, mais c'est pour le fait que ça ne marche pas et que ces établissements scolaires, universitaires soient en grève ou pas. Mais le problème, c'est pourquoi il n'offre pas un filet garni, filet anti-inflation, je ne sais pas, un billet de la Française des Jeux pour ceux qui arriveront à mettre leur université en C'est ça le problème. Pas la Française des Jeux. On avance. Éric, votre coup de gueule. Ça vous surprend pas? Non. Ouais. Alors, votre coup de gueule concerne les propos du patron de la CGT Chimie. Alors, c'est un leader de la CGT, qui est donc Énergie, je crois. CGT Chimie. Voilà. Oui, il a dit le 7 mars, il faut mettre la France à genoux. Ou l'économie française à genoux. Bon, moi, je trouve ce type de déclaration absolument révoltante. Mettre l'économie d'un pays auquel on appartient à genoux, ça veut dire finalement se foutre complètement du niveau de croissance, des emplois que ça génère. Parce que mettre une économie à genoux, c'est quand même scier la branche sur laquelle on est assise. On est assis. Et moi, je trouve que de la part d'un leader syndical, même si Philippe Martinez s'est en partie désolidarisé de ses propos outranciers, puisqu'il a dit, mais qui a dit ça, Qui a dit ça? Ah, c'est quelqu'un de chez nous? Ah non, j'étais pas au courant. Et c'est quand même absolument terrifiant. Mettre la France à genoux. Est-ce qu'on peut souhaiter mettre son pays à genoux, quelles que soient ses convictions politiques? Pour moi, c'est clair, c'est non. Oui, Frédéric. Non, c'est vrai que c'est très excessif. Et c'est marrant, il y a chez toute une série de ces leaders une sorte de déconnexion, une dissociation entre l'économie française qui n'aurait pas de conséquences sur nos vies. L'économie française à genoux, ça veut dire une récession. J'ai failli faire mon coup de cœur sur les 10 ans de la mort du président Chavez, et dans le JDD, il y a une petite coup de gueule. Il y a aussi les 70 ans de la mort de Staline hier, mais il y a une infographie dans le JDD sur les indicateurs économiques du Venezuela, qui était le modèle de Jean-Luc Mélenchon. Chômage 54%, récession économique depuis maintenant 10 ans, et inflation, non pas à 2 chiffres, bien sûr, mais à 3 chiffres. C'est la faute des Américains. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est vrai que la seule chance, c'est que Philippe Martinez, effectivement, avait l'air de tomber un peu de l'armoire. Alors c'est vrai que généralement, à la tête des confédérations, on dit, on assume, même si on n'est pas d'accord. Là, je pense qu'il y a véritablement une bêtise qui a été dite, tant que ça permet évidemment au gouvernement de dénoncer les jusqu'au boutistes, les irresponsables des syndicats de la CGT. Et les ministres ne sont pas privés ce week-end. Absolument. On va parler du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique. Ça a beaucoup, vous-même, Éric, avez tweeté sur cette visite, et en particulier à Kinshasa, où il se fait reprendre par le président, et vous dites il s'adresse à lui comme un vice-président de conseil. Oui, alors j'ai rien contre les vice-présidents de conseils départementaux, évidemment, mais de mémoire de journalistes expérimentés qui a eu la chance, parce que c'est très formateur de suivre pendant 5 ans les voyages à l'étranger du président de la République François Mitterrand. Moi, j'ai jamais assisté à une conférence de presse où un président de la République française se fait rabrouer par un de ses homologues de cette manière. Alors, sur le fond, je pense que le discours et l'analyse du président de la République française est juste. C'est-à-dire, il faut cesser que les pays africains, pendant des siècles encore, expliquent que tous leurs malheurs viennent de la colonisation. Elle a pris sa part, cette colonisation, c'est vrai, mais pour les générations qui viennent, ce sera plus un argument suffisant pour expliquer que ces régimes demeurent corrompus, que ces régimes sur place n'arrivent pas à drainer de l'argent pour le développement de leur population. Sur le fond, il n'a pas tort, le président de la République française, mais sur la forme, pardonnez-moi, lorsqu'on est le chef d'un pays comme la France, chef de la diplomatie, des armées, on ne peut pas tenir ce genre de discours public, sinon à s'exposer
parce qu'on humilie la personne qui vous accueille, sinon à s'exposer à ce qui s'est passé, c'est-à-dire à un président congolais qui, lui, le renvoie vertement dans ses buts. Alors, et ça, moi, franchement, ça m'a profondément choqué. Et puis, on pourrait parler aussi de ce qu'on a vu comme vidéo, je pense qu'elles sont justes, où on voit le président de la République française en chemise, transpirant, bouteille de bière à la main, dans une boîte de nuit, enfin... Mais, ou alors j'appartiens à une génération, ça y est, peut-être que ça va être repris comme ça sur les réseaux sociaux, vous voyez, de vieilles abrutis, de vieux cons. Je comprends plus l'évolution de la société française. Mais j'ai une autre image du statut de président de la République. Alors, il s'agit de la France. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron à propos de l'Afrique. Écoutez ce qu'il disait. Et depuis 1994, et c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Il y a un petit changement de ton quand même aussi avec le début de son mandat. Arlette Chabot, quand il disait, quand il parlait des dégâts du colonialisme. C'était la campagne présidentielle. Oui, c'était pendant la campagne de 2017. Ouais. Mais le problème, c'est que le premier discours qu'il a prononcé, c'était le même d'ailleurs que celui qu'il avait prononcé, la même tonalité, la même idée qu'il développe cette fois, c'est-à-dire la fin de la France-Afrique. Ouais. Donc il redit 6 ans après ce qu'il a dit, parce qu'effectivement le message n'est pas passé, n'a pas été compris. Donc le voyage commence plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on cadre. Et puis après, cette espèce de marathon 4 pays en 4 jours, ça finit effectivement mal. Ce qu'on vient d'entendre, c'est une réponse à une question d'un journaliste. Absolument. Donc là, il peut se lâcher face à la presse plus facilement. Enfin, il a le président à côté de lui, non, quand il répond ça. Il peut se lâcher en réponse à un journaliste. Voilà, bon, plus que quand ils vont. Mais ce voyage n'est... Je pense Vous pensez que c'est un fiasco ou je pense que c'est un fiasco, mais en tout cas, le voyage de réconciliation avec des pays africains ou de conciliation avec certains, parce qu'on espère quand même qu'ils ne vont pas totalement nous lâcher alors qu'on est en difficulté en Afrique, je pense que le résultat n'est pas extrêmement positif, contrairement à ses espérances. On peut parler aussi du Maroc, de la gifle, on peut parler d'une véritable gifle que lui infligeait le roi du Maroc quand il dit on a des relations cordiales et que le roi du Maroc répond nous n'avons pas nos relations ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni cordiales ni amicales. Oui, sauf que les relations sont dégradées avec le Maroc parce que la France en fait beaucoup dans aussi la réconciliation avec l'Algérie. Mais on est à nouveau fâché avec l'Algérie pour d'autres raisons. Donc finalement, la réconciliation a duré 2 mois. On va en parler. Je résume quand même, parce que je peux vous faire un petit résumé rapide. Alors, nous sommes au plus mal avec l'Allemagne sur la question du nucléaire. On n'est pas bien avec toute une partie de l'Afrique. On s'est fâché avec l'Australie sur la question des sous-marins. Le Maroc et l'Algérie ne veulent plus entendre parler de la nous. Tunisie aussi. Voilà, la Tunisie, on a quelques sujets. On se fait virer à coups de bottes, si j'ose dire, de l'Afrique. Et les grands de ce monde, la Chine, la Russie et les États-Unis ne nous calculent plus, comme disait John, vous voyez. Mais sinon, tout va bien d'un point de vue diplomatique. Premier rendez-vous, juste regardez sur votre agenda, on se reparle de ce sujet lors de la visite officielle du président de la République en Chine, début du mois d'avril. On verra ce que donnent les relations franco-chinoises. Pourtant, dans les sondages, Frédéric Dabi, c'est le seul item qui est un peu positif pour le président de la République, c'est la stature internationale. Oui, alors c'est le cas pour tous les présidents. On a un item dans le baromètre Match qui va fêter ses 20 ans sur défendre les intérêts de la France à l'étranger. Il y a toujours une bienveillance assez forte, mais même là, on a une érosion. Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et même François Hollande étaient à un niveau nettement supérieur, dépassé allègrement les 50% d'opinion positive. Ce n'est plus le cas d'Emmanuel Macron. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. On va parler du mouvement de grève annoncé demain. Quelques mots encore sur le comportement, vous l'avez évoqué, d'Emmanuel Macron avec sa bière à la main, de la chemise sans cravate qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Ergun Toparslan, est-ce que c'est un comportement digne d'un président ?
Je vais peut-être pas commenter ça, mais peut-être pour revenir sur le fond qui était important pour nous aussi, c'est-à-dire que depuis 2017, il y a une véritable prise de risque avec le passé de la France-Afrique. Il y a 3 étapes majeures là-dessus, évidemment. Des discours en 2017 à Ouagadougou, puis face aux étudiants par rapport à l'extrait que vous avez passé tout à l'heure. Et aujourd'hui, avec ce déplacement en Afrique centrale sur 4 pays, c'est surtout une conviction forte qu'on essaie d'articuler. Bon gré mal gré, c'est pas évident non plus à chaque fois, c'est que l'avenir de l'Europe passera par l'Afrique. Et il y a un point qui n'a pas été soulevé lors de ce déplacement, c'est que pour la première fois, il y avait 2 commissaires européens qui sont venus avec lui lors de ces déplacements-là. On voit que ça nous permettra peut-être d'esquiver et d'éviter quelques irritations historiques qu'il y a vis-à-vis de la France, pour notamment répondre à la concurrence de la Chine et de la Russie sur des grands projets d'infrastructure. Donc peut-être profiter du levier européen. Mais pour ça, il y a 3 atouts majeurs de notre pays, contrairement à la Chine et à la Russie, pour répondre à cette concurrence-là. C'est que tout d'abord, dans notre pays, il y a une forte diaspora africaine. Et aujourd'hui, à travers tous ces discours, notamment ce qui a eu lieu la semaine dernière, le président de la République rappelle aussi le rôle majeur que doit avoir la société civile dans cette nouvelle relation. Parce que pour avoir une nouvelle relation, il faut être 2. Et on voit que les États, dans leur structure historique, sont très compliqués. Les gouvernements africains, dans leurs alternances, ne permettent pas d'avoir des relations durables, on va dire. Donc aujourd'hui, on est encore une fois face à un nouvel épisode. C'est une prise de risque majeure, évidemment. Donc sans rebondir trop longtemps sur la forme qui est évidemment importante aussi, mais qui peut plaire à certains et peut-être pas à d'autres en fonction de leur âge, on va dire. Mais surtout, il y a un vrai nouveau volet de la politique française sur ce continent. Revenons en France et avec cette grève donc annoncée, cette mobilisation contre la réforme des retraites, appelée à tout bloquer, est une remise en question de la légitimité de nos institutions, dit Olivier Véran. Et dans le même temps, il dit on a autre chose à faire. C'est pas, il n'y a pas que la réforme des retraites, il y a aussi la pluie. C'est ce qu'il a dit. C'est une nouvelle stratégie après le discours de la semaine dernière sur le catastrophisme lié à un blocage du pays. On voyait très bien la ficelle. C'était pour anticiper un mouvement de grève très dur qui créerait du désordre, de la chienlit et ramènerait vers la majorité des électeurs, notamment de droite, inquiets. Maintenant, c'est vrai qu'on a autre chose à faire. Non, les Français n'ont pas autre chose à faire. Quand on regarde les conversations des Français, cette question du travail, de la retraite devient une question centrale, même si elle reste reléguée derrière la question de l'inflation et du pouvoir d'achat dont on parle un petit peu moins, même s'il y a le panier dont vous voulez parler. Mais quand on voit votre sondage, 67% des Français estiment justifier l'appel à mettre la France à l'arrêt, 75% d'approbation chez les actifs, 89% chez les ouvriers. Alors la question, c'est le sondage IFOP Humanité. On n'a pas mis le mot France à l'arrêt. On a dit, est-ce qu'il est justifié de mettre en place une grève reconductible? Et c'est vrai que ce que ça veut dire. Voilà, France à l'arrêt, c'est pas le terme. Je pense que France à l'arrêt, par rapport au coup de gueule d'Éric, je pense qu'il y a un sondage spécial d'humanité, quoi. C'est ça. Mais absolument pas. Justement, la question est neutre puisqu'on n'a pas mis à l'arrêt, France à l'arrêt, plus populaire. C'est pas le but de l'IFOP. Quand on travaille pour le Figaro, pour l'Humanité, on essaie de poser des questions claires et intelligibles. Parfois, on n'y arrive pas parce que c'est compliqué. Maintenant, ce qui me frappe, c'est les 2 tiers des différents sondages IFOP, plus de 2 tiers des Français rejet de la réforme avec un taux de refus qui avoisine les 50%, 3 quarts chez les actifs. Pour autant, 2 tiers qui disent la loi sera votée. Exactement, ça c'est important. On est entre rejet et résignation. Il y a cette forme d'intériorisation qui est extrêmement inédite, qui n'existait pas du tout en 95. Et en 95, c'est on va faire reculer Chirac-Juppé, qui n'existait pas en 2010 parce que l'opinion, une majorité soutenait la réforme parce que 60-62 ans, c'était vu comme un effort raisonnable. Et puis, autre 2 tiers, c'est ce chiffre-là, où on juge légitime d'une grève reconductible. Maintenant, est-ce que les conséquences, à savoir une France à l'arrêt, une France à genoux, vont être acceptées? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas, je suis frappé du fait que la bataille d'opinion est quand même complètement perdue. Qu'il n'y a pas un indicateur, à part cette résignation, qui est à l'avantage du gouvernement. Un mot sur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. La semaine dernière, vous vous en souvenez, c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion, il disait attention, la sécheresse va s'accroître en gros si on bloque le pays. Mais il l'a redit ce matin. Alors, je me suis dit, faut-il que le porte-parole du gouvernement soit court d'arguments pour mettre sur la table la sécheresse qui pourrait s'amplifier si le pays était bloqué, ou alors, autre hypothèse, s'est-il trompé de discours? C'est-à-dire que ce discours ne répondait pas à la question des retraites, mais à un autre discours. Je me suis posé franchement la question, parce que j'ai trouvé ça tellement à côté de la plaque, et tellement, pardonnez-moi, prendre
les gens qui écoutent ce genre de discours pour des abrutis, pour des imbéciles, pardonnez-moi, Arlette Chabot, vous avez raison, imbécile, le mot est mieux. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être à ce point à court d'arguments pour dire que si le pays est bloqué, la sécheresse, les dérèglements climatiques vont. Enfin, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Mais alors il l'a précisé ce matin. Tant mieux, il a dit, mon message manifestement est mal passé. J'aurais dû le formuler différemment. Quel est le fond du message? Il est double. D'abord, au gouvernement, nous n'avons pas que la réforme des retraites devant nous. Nous avons aussi toutes les urgences du quotidien pour les Français, y compris la pluie. On fait face à la plus longue période sans pluie, avec un risque de sécheresse. Nous avons d'autres chiffres. Philippe Martinez disait que les ministres faisaient de l'aviron à force de ramer, mais je pense que parfois aussi les ministres, à force de creuser, vont trouver du pétrole. Parce que l'explication d'Olivier Véran sur la pluie, pardonnez-moi, mais non seulement elle me satisfait pas, elle me convainc pas, mais en plus je la trouve presque plus risible que la première. Non, mais au sortir du salon d'agriculture, c'est un vrai sujet qui était. Et c'est vrai que c'est pas fromage ou dessert. La retraite des vaches, vous voulez dire, et des moutons? Non, la sécheresse. Mais c'est pas fromage ou dessert. Enfin, je veux dire, c'est les deux. Justement, c'est ce qu'il essaye de dire. Donc après, on a plus urgent. On a des urgences qui sont plus graves encore, dit-il, que la réforme des retraites. Il faut penser à autre chose. Le gouvernement ne soit pas détourné de sa tâche par la réforme des retraites et la contestation. C'est ça qu'il veut dire. C'est quand même une communication assez étrange. C'est la sienne. Après, aujourd'hui, c'est la sienne, mais il représente le gouvernement. Oui, non, mais après, il faut. C'est un discours aussi qui parle aussi dans les rangs de la majorité présidentielle, parce qu'aujourd'hui, il y a de nombreux députés, de nombreux représentants qui, à un moment donné, ça fait plus de 3 mois entre la préparation, les commissions, les négociations qui va à travers cette réforme. On se retrouve inlassablement face à cet unique sujet en vrai politique, et il faut pas perdre de vue qu'il y avait tout un programme qui doit être mis en œuvre avec une majorité relative, encore une fois, à l'Assemblée nationale, qui nécessite énormément de travail. Arlette Chabot sur moi je trouve qu'on n'a pas fini de parler de la communication du gouvernement. Le projet est mal ficelé, il a été mal vendu au fil des semaines. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 semaines d'interruption de la mobilisation? Il y a eu cafouillage sur cafouillage. Je reviens à peine sur les 1 200 € avec qui est concerné, parce que ça a été le feuilleton de ces 3 semaines. Et ça s'est terminé par 20 000 accords nulle personne. Voilà, les femmes, c'est pas fini. Donc tout ça, si on reprend tout, c'est absolument calamiteux. Et donc, pour essayer de sortir de la nasse et peut-être de parler aux Français, le porte-parole du gouvernement n'a pas trouvé autre chose que de dire « Bon, c'est pas tout ça, mais on a autre chose à faire que de parler de la retraite, qui est un sujet qui concerne tout le monde. » Tout le monde, tous les Français sont concernés d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que, alors la communication, c'est 0 pointé, c'est même moins 2000 en dessous. Hein. C'est incroyable. Mais au-delà de la com, quand on entend les chiffres que donnait Frédéric Dabi, la mobilisation qui a l'air de prendre, est-ce que le gouvernement peut retirer cette réforme? Non. Ou ils iront au bout? C'est la fin du quinquennat, pardon. Si Emmanuel Macron retire cette réforme, ça sera un CPE 2006 puissance 1000. Le CPE, c'est la dernière fois qu'un gouvernement a reculé. La loi a été votée, elle n'a pas été promulguée par Jacques Chirac, donc le CPE n'est pas passé. Ça a été vraiment, mais même symboliquement, la fin du quinquennat, la fin du moindre intérêt pour Jacques Chirac. Là, un président déjà qui voit son pouvoir s'effilocher jour après jour. Les Français commencent à intérioriser que Emmanuel Macron ne sera pas candidat en 2027. Ça fragilise son quinquennat. Il y a cette critique en termes d'inaction qui s'est très fortement installée. Et à tout le moins, le vote de cette réforme, c'était une sorte d'arme de destruction massive sur maintenant, vous voyez, on agit puisqu'on fait une réforme impopulaire et qui va être utile pour notre pays. Ce sont les éléments de langage du gouvernement. Retirer cette loi, c'est rendre un service extraordinaire aux 2 principales oppositions, Marine Le Pen et celle de la NUPES avec la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, et c'est surtout enterrer définitivement la posture ou l'image d'un Emmanuel Macron qui a réformé le pays. Mais si le bras de fer s'installe, c'est-à-dire avec cette grève reconductive, quelle est l'issue du mouvement et quelle est l'issue de... Il y a une catégorie socio-professionnelle qu'il faut surveiller de près, ce sont les lycéens et les étudiants. Je pense que si les lycéens... les lycéens, les étudiants participent de manière active et massive au mouvement, là, c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un constat. Je pense que c'est très compliqué pour le gouvernement, d'abord en termes de maintien de l'ordre, évidemment, dans la rue, avec tout ce que ça peut entraîner
situations dramatiques, hein, mais c'est très compliqué de faire, comment vous disiez, Arlette, rentrer comme le dentifrice dans le tube. Voilà. C'est très compliqué. Ça, c'est un élément, à mon avis, déterminant pour le gouvernement. Maintenant, il y a ceux aussi qui vont y perdre des plumes. Frédéric Dabi citait l'affaire du CPE. C'est peut-être l'une des explications aussi de la défaite de Villepin. Ensuite, à la présidentielle. L'impossibilité de se présenter. Oui. Voilà, donc tous ces gens qui sont sur la ligne de départ et qui sont par exemple dans le gouvernement actuellement, hein, je pense à Le Maire, à Darmanin et à d'autres, ils doivent regarder ça de très près, jusqu'à quel point on se mouille, jusqu'à quel point on se mouille pas, pour pas être emporté par le tsunami politique si ça tourne mal. Non, le spécialiste de la majorité. Non, parce qu'il y en a qui s'engagent vraiment beaucoup, notamment Olivier Dussopt, le ministre qui porte le projet, mais également Gabriel Attal. Donc il y a une vraie conviction forte aussi sur l'intérêt de faire cette réforme-là. Donc demain, effectivement, il y a un sujet sur ces journées à répétition. Mais à un moment donné aussi, on voit que par exemple, tout au long du week-end, il y a eu des avancées qui ont été faites lors des négociations au Sénat, notamment sur les index seniors qui sont revenus. Ce sont des avancées. Oui, d'accord. Mais enfin, dire ça concerne plus les entreprises. À un moment donné, la réforme, il va falloir la mettre en œuvre. Donc, c'est pas ça qui va faire que les entreprises vont conserver leurs seniors à l'intérieur de. Aussi, mais c'est un élément important. Donc, à un moment donné, nos représentants politiques, nos parlementaires devront voter cette réforme-là. Il y aura une majorité des représentants des Français qui, on l'espère, la votera et qui fera en sorte qu'il y aura une légitimité démocratique à cette réforme. Ça va rapporter combien cette réforme? Elle va rapporter combien au bout du compte? Parce que Olivier Dussopt, hier dans le JDD, je suis resté bouche bée, qui dit mais finalement s'il restait un déficit de 300 à 400 millions en 2030, ce serait pas grave, sous-entendu, parce que c'est moins grave que 13 milliards. Ah oui, 300 millions, c'est moins grave que 13 milliards. Non mais franchement, si c'est pour dire qu'à la fin, il y a encore un déficit en 2030, franchement, quel est l'intérêt de cette réforme? Initialement, la réforme, elle partait jusqu'à 65 ans également, et surtout, elle est basée sur... Elle rapportera combien, pardon? Déjà, elle va nous permettre de faire en sorte de ne pas avoir de déficit, ce qui est colossal déjà. C'est pas si grave si c'était 300 à 400 millions. Le régime, aujourd'hui, par répartition, il est déficitaire de 13 milliards et demi. On sait que on sait que la réforme devait au tout début rapporter dans les 18 milliards, mais si vous déduisez déjà tout ce qui a été lâché, on est à 10 milliards. Alors je dis pas qu'elle va finir par coûter plus cher, tout ça pour ça, mais en tout cas, elle va déjà moins rapporter. Donc la clause de revoyure, clause de revoyure, c'est important. Enfin, si vous voulez, le plein emploi et un taux de croissance qui est inatteignable de 2,5%. Mais bon, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, il y a un risque politique majeur avec une crise sociale majeure pour une réforme qui n'est ni systémique et qui a priori ne bouchera pas les trous. Donc bref. On se retrouve dans un instant, on va parler du panier anti-inflation. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à 10h pour commenter l'actualité. Alors ce panier anti-inflation qui avait été voulu par le gouvernement est abandonné. Chaque distributeur propose son propre dispositif. On voit tous les patrons de la grande distribution dans les médias annoncer leur panier. Et là, alors j'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Bruno Le Maire, c'est une dépêche AFP, annonce un trimestre anti-inflation dans les supermarchés jusqu'en juin. On a l'impression qu'ils sont en train de se raccrocher aux branches puisque ce panier anti-inflation dont on parlait depuis des mois est quand même un fiasco pour le gouvernement. Donc, issu d'un accord avec les distributeurs qui se sont engagés à proposer les prix les plus bas possibles, je mets des guillemets, donc qui va déterminer ce qu'est un prix le plus bas possible. Le dispositif financé grâce aux marges des distributeurs leur coûtera plusieurs centaines de millions d'euros. Et le gouvernement, en outre, propose de déployer dans les prochains mois un chèque alimentaire pour les ménages les plus modestes. Allez, alors... On passe à la caisse. Alors, c'est un nouveau compte. Le compte avait commencé comme cela. C'était le petit chaperon rouge. C'est CONT, pas compte CONT. Oui, le compte. C'est le compte du petit chaperon rouge qui s'appelait Olivia Grégoire, qui, avec son petit panier, son pot de beurre et sa galette, promettait aux Français un panier anti-inflation pas très cher. Pas très cher. En fait, très rapidement, les distributeurs, quand vous discutez avec eux, ils ont fait savoir à Bercy qu'ils étaient opposés. Pour une raison très simple, c'est que vous avez une multitude d'enseignes en France et que ces enseignes, elles se font concurrence, vous voyez, elles se font concurrence. Donc ce que dit Bruno Le Maire, à mon avis, mais je vais laisser évidemment mes collègues, consoeurs et confrères me contredire, ce que dit Bruno Le Maire, c'est très simple, c'est que
il abandonne en race campagne le petit chaperon rouge, son panier, son pot de beurre et sa galette, et il demande tout simplement aux distributeurs de jouer la concurrence pour proposer aux Français les prix les plus bas. La nouveauté peut-être, ça veut dire qu'on revient au point de départ, c'est le chèque alimentaire, puisqu'avant même le panier anti-inflation d'Olivier Grégoire, il était question de mettre en place un chèque alimentaire. Donc ça fait des semaines, des mois, on revient à la case départ pour dire aux enseignes, pardonnez-moi Frédéric, jouez la concurrence, faites ce que vous pouvez pour proposer aux Français qui chauffent de l'inflation les prix les plus bas. Quant au chèque alimentaire qu'on avait abandonné il y a plusieurs mois, ok, on a perdu beaucoup de temps, mais on va le mettre en place. Voilà. Alors, plusieurs réflexions. C'est tout à fait dévastateur quand un politique fait une annonce, parce qu'il y a encore des Français qui écoutent le politique, et quand on connaît la fameuse adage, quand dire c'est faire. Annoncer un panier anti-inflation, pour beaucoup de Français, il va exister, voire il existe déjà. Et on recule. Deuxièmement, par rapport au conte que nous a narré Éric Revel, ça rappelle la phrase puisque ces phénomènes nous échappent, feignons d'en être des organisateurs. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Nous avons reçu les distributeurs. Et puis, troisièmement, ça me rappelle des choses que j'ai vues dans des enquêtes IFOP. De plus en plus, quand on demande aux Français qui est-ce qui va être le plus efficace pour améliorer la vie d'une manière générale, eh ben, l'entreprise. Même des méchants, entre guillemets, comme les grands distributeurs, la grande distribution, arrivent devant ce politique en termes d'efficacité. Mais c'est vrai que la séquence n'est pas bonne, puisque on a créé une attente et finalement on capitule en race campagne. Oui, vous avez très bien résumé, Arlette. Depuis le début, la grande distribution dit qu'elle est opposée, que chacun va effectivement avoir sa liste de prix, de premier prix. C'est dans le cadre de la concurrence à laquelle Eric faisait allusion tout à l'heure. Chacun, on le voit bien, tous les gens qui vont dans les supermarchés voient bien qu'il y a prix coûtant ou premier prix. Partout, il y a même des rayons spécialisés où on ramasse, où on rassemble tous les produits qui sont vendus au prix le plus bas possible. Donc, la grande distribution a fait sa com, a expliqué à tous les Français que c'était eux les meilleurs défenseurs du pouvoir d'achat, les alliés des consommateurs, c'est la grande distribution. Ils ont parfaitement joué, ils ont inondé les médias, et le gouvernement, effectivement, rame derrière et renonce en disant... Alors là, on a demandé vraiment à la grande distribution de prendre ses responsabilités. Donc, ils l'ont fait, ils nous ont obéi. Quant au chèque alimentaire, je pense que c'était déjà tellement compliqué avant que le gouvernement avait reculé, renoncé, car chèque alimentaire pour acheter quoi? Des produits bio, ça va être compliqué. Donc là, on attend la suite. Non, ce qui compte, c'est le prix qu'il y a en bas du ticket de caisse. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus efficace, le plus rapide et le plus juste? C'était d'écouter les grands distributeurs là-dessus. Donc ça peut paraître, c'est très certainement par rapport à ce qui a été annoncé, un recul. Mais aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est ce qui va sortir de la poche de nos concitoyens. Et on fait confiance à ce que les distributeurs maîtrisent mieux les attentes de leurs consommateurs et de leur clientèle, plutôt qu'une imposition d'un panier qu'on déciderait à Bercy. Et à ce moment-là, on nous reprocherait d'avoir décidé ce panier, sur quels critères, de quelle façon, etc. Marine Le Pen avait proposé la baisse de la TVA sur une centaine de produits. Écoutez, ça s'est mis en place en Espagne, par exemple. Mais pourquoi on n'a pas retenu cette... Peut-être parce que ça venait de Marine Le Pen, j'en sais rien. Mais en tout cas, pardonnez-moi. Parce qu'il y a beaucoup de produits de base alimentaires où la TVA est déjà très faible. Mais d'un côté, vous avez quand même l'État qui, sur des prix qui s'envolent, gagne plus d'argent qu'avant grâce à la TVA qu'il ramasse, puisque c'est proportionnel au prix. D'un autre côté, vous aviez peut-être cette piste de faire une liste, pour le coup, décider avec les distributeurs et l'État sur des produits alimentaires de première nécessité, sur des produits d'hygiène, et décider de mettre une TVA à taux zéro. Voilà. Alors, ok, ça privait l'État de recettes, mais l'effet aurait été, je pense, immédiat. Immédiat. Alors, il suffisait de se mettre d'accord, alors c'est peut-être pas si simple, sur une liste de produits alimentaires et d'hygiène. Et ça me semblait un mécano plus vous avez facile vu à ce qui s'est passé en Espagne aussi, c'est que la TVA a baissé, mais les distributeurs, ils ont un peu maintenu leur marge et maintenu leur prix. Un petit peu, pas autant que la TVA. Donc il faut y avoir aussi un jeu. Si vous voulez, c'est quand même les distributeurs qui vont se faire des marges. Ce qui va compter, c'est le prix en bas du ticket de caisse pour l'instant. Ouais, mais quand on écoute les distributeurs, on a l'impression que c'est pas de leur faute. Quand on écoute les industriels, c'est pas de leur faute. Et quand on écoute le gouvernement, c'est pas de leur faute. Donc je ne sais pas qui est responsable au final de cette hausse des prix. C'est que les producteurs industriels
industriels, ils ont dû répercuter leurs coûts de production dans les prix. Ça, c'est vrai. Maintenant qu'il y a un paquet de profiteurs qui se disent c'est le moment d'engranger un peu plus du côté des industriels, et puis du côté des distributeurs, c'est aussi une façon de se faire une pub gigantesque quand même. C'est du marketing aussi pour les grandes enseignes. Oui, mais ce sont les Français qui ont conscience d'une inflation sur les produits alimentaires de plus en plus insupportable. J'ai vu une statistique ce matin, plus 106% sur un filet de poulet, plus 36% sur des pâtes. On est vraiment là sur des produits de vie quotidienne et de première nécessité. C'est ce que j'entendais dans la rédaction des jeunes journalistes dire on peut pas acheter de fruits et de légumes. C'est impossible aujourd'hui. C'est devenu chou-fleur 4 € hier dans un supermarché, au marché même. Pour donner un volet politique, le vrai souci là-dessus, c'est l'inflation. Et pour combattre l'inflation, on a besoin de la compétitivité économique, donc les réformes, et donc ce qu'essaie de faire le gouvernement depuis plusieurs mois. Ça, c'est bien, mais je pense que ce que les Français finalement retireront, c'est que ceux qui luttent contre l'inflation et qui défendent leur pouvoir d'achat, ce sont la grande distribution. C'est ça la leçon. Donc je pense que politiquement, c'est pas très bon quand même. Non. D'autant plus que pour pouvoir défendre un point de vue, il faut incarner, et force est de constater que Michel-Édouard Leclerc est sur tous les médias depuis maintenant des mois, et l'incarnation, ça compte énormément pour porter un message. Peut-être quand on réécrira cette histoire de la réforme des retraites, on dira que avoir laissé toute la réforme à Olivier Dussopt, une personnalité estimable mais peu connue des Français, était peut-être une erreur, quand on se souvient qu'en 2010, on avait un duo Fillon-Wörth qui, à ce moment-là, avait une certaine crédibilité. Et juste pour demain, pour la journée du 7 mars, qui en appellera sans doute d'autres, au-delà de la question de la réforme des retraites, n'oublions pas, puisqu'on vient d'en parler, que peut se cristalliser, s'additionner celle de la lutte pour le pouvoir d'achat des Français. Et ça fait, c'est pas forcément les mêmes. Vous avez mais ça va grossir sans doute les rangs. Donc en fait, ce contexte social-là, mais il est extrêmement lourd et extrêmement pesant pour le gouvernement, qui, à mon avis, politiquement, joue son avenir et sa survie sur cette réforme des retraites. Je discutais avec une bénévole des Restos du Cœur samedi, puisqu'il y a une grande collecte, et la personne me disait qu'il y avait beaucoup de femmes seules avec un enfant qui travaillent mais qui n'arrivent pas à se nourrir, qui viennent au Resto du Cœur, et ils ont vu des profils très différents arriver au Resto du Cœur, en particulier ces femmes qui travaillent soit à mi-temps, soit avec un salaire qui leur permet pas d'avoir et le loyer et de nourrir leur enfant. À suivre demain, on continuera de parler de tout cela. Merci à vous, merci à tous les quatre. On se retrouve dans un instant pour l'émission Média. À tout de suite.